à nos intervenants de ce matin d'être présents à la commission d'action sociale de la LIP, l'Association des maires d'Île-de-France. On va parler d'accessibilité, alors avec Marc Desjardins, vous êtes directeur en fait du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées de la fonction publique, le FIP un petit peu en c'est raccourci. plus facile. Je crois que c'est plus facile, ça a toujours été un mot très compliqué à prononcer. Monsieur Emmanuel Constant, vous êtes président de l'ADAPT, et puis vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Nicole Freinet qui est directrice de la communication à l'ADAPT. Alors on va essayer aujourd'hui de parler de l'accessibilité, mais peut-être de façon positive finalement. Et pourquoi de façon positive? Parce que est-ce qu'on peut avoir un regard sur l'accessibilité plus comme peut-être une opportunité sociétale ou une opportunité économique? Alors il est vrai qu'on pourrait poser la question à Marc Desjardins, puisque le FIP a été créé en 2005 avec la loi 2005. On est à peu près à 13 ans finalement, et le FIP, ça ne devrait presque plus exister aujourd'hui, puisque ça repose, je crois, sur un pourcentage que doivent payer les entreprises publiques si elles n'insèrent pas le nombre nécessaire de personnes handicapées. Alors, en fait, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique couvre non pas les entreprises publiques, mais les administrations proprement dit, c'est-à-dire d'une part les collectivités territoriales, d'autre part les hôpitaux et enfin les services de l'État. Et donc dans ce dispositif, nous avons aujourd'hui 232 000 personnes en situation de handicap qui travaillent donc dans ce qu'on appelle les trois versants de la fonction publique. Et donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu une très grande progression du taux d'emploi dans la fonction publique, puisque au moment de la loi 2005, on était aux alentours de 3,5% de taux d'emploi, et on est passé aujourd'hui à 5,3%. Et au niveau des collectivités locales, on a même dépassé le taux de 6%, en moyenne. En moyenne, les collectivités locales, aujourd'hui, elles sont à 6,39%. Et il y a aujourd'hui près de 100 000 personnes en situation de handicap qui travaillent dans l'ensemble des collectivités territoriales. Donc il y a eu effectivement une évolution très importante. Alors cette évolution, elle s'est traduite pour le fonds par ce qu'on appelle une crise d'effet ciseau, c'est-à-dire que comme nos recettes sont liées à la différence entre le taux de 6% et le taux d'emploi qui est constaté, au fur et à mesure que le taux d'emploi augmente, nos recettes diminuent. Et donc nous sommes passés par 210 millions d'euros de recettes, et aujourd'hui nous sommes aux alentours de 110 millions. Donc nous avons quasiment divisé par deux nos recettes. Alors en fait au départ, ce qui était imaginé par la loi de 2005, c'est que les politiques seraient totalement intégrées dans les administrations et qu'il n'y aurait plus finalement besoin d'une politique spécifique handicap. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap dans les administrations et de plus en plus de demandes d'aménagement de postes de travail, de transport, d'accessibilité qui nous sont adressées. Donc on a de moins en moins de recettes et en face de plus en plus de demandes de fonds. Et donc nous avons demandé à ce qu'une réforme soit mise en place, et le gouvernement vient de recevoir un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances qui propose un certain nombre de pistes de réforme. Un rapport qui fait plus de 400 pages avec des annexes, oui. Donc un rapport très, très nourri qui effectivement propose beaucoup de pistes. Et puis par ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans la presse, il y a eu un référé de la Cour des comptes, oui, qui s'est penché à la fois sur le FIP et sur la GFIP, et qui a été lui extrêmement négatif sur la politique menée globalement, je dirais, sur l'emploi des personnes handicapées. On pourra en parler. La GFIP, c'est l'équivalent du FIP? Alors la GFIP, c'est l'équivalent du FIP. La différence, c'est que la GFIP, nous avons été créés par la loi 2005. La GFIP, elle a été créée en 1987, beaucoup plus tôt, donc il y a 30 ans. Et donc elle concerne tout le secteur privé. Et donc en fait, grosso modo, c'est à peu près 80-20, 80% pour le secteur privé, à GFIP, 20% pour les administrations FIP. Et évidemment, la loi 2005 elle-même a prévu que nous travaillions ensemble. Et par exemple, tout ce qui concerne les actions liées au Cap Emploi, au SAMET, ce qu'on appelle maintenant les organismes de placement spécialisés, les OPS, tout ça est fait en commun entre le FIP et la GFIP.
D'accord. Et donc, de l'expérience, je dirais, de la GFIP, le FIP en a profité Alors, évidemment, on a profité de cette expérience. Et ce qu'on a vu, c'est que une des choses les plus importantes finalement que je retiens, c'est la structuration des politiques handicap. C'est-à-dire que pour qu'une politique handicap fonctionne, il faut qu'il y ait chez un employeur des correspondants, des référents handicap, qui ait un comité de pilotage, qui ait un élu. Ce que vous voulez dire, c'est que si on n'a pas cette structure qu'on trouve d'ailleurs dans les entreprises plutôt privées, avec c'est souvent attaché aux ressources humaines, au RH, derrière on a la politique RSE de l'entreprise, responsabilité sociétale de l'entreprise, et on a souvent attaché un correspondant ou accessibilité ou handicap d'ailleurs, et ça pour vous c'est un bon principe. Pour moi c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire, s'il y a simplement une ligne budgétaire dans le budget RH sur le handicap, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un élu qui soit sur le sujet, qu'il y ait un comité de pilotage, qu'il y ait un référent et des correspondants, que les syndicats agréent. Mais comment vous expliquez ce besoin de rappel systématique au fait que dans notre société, il y a des personnes en situation de handicap? Parce qu'en fait, on n'est pas encore, on verra si M. Constant partage ce point de vue, mais on n'est pas encore arrivé dans une société inclusive comme ça peut être la philosophie de certains pays anglo-saxons ou nordiques. On n'est pas arrivé dans une société inclusive où le handicap est totalement intégré dans la société et il devient naturel finalement de réaliser tous les aménagements raisonnables, toutes les compensations nécessaires. Il faut effectivement, on est toujours dans la société française où il y a quand même une représentation qui est un peu anxieux, je dirais, par rapport au handicap, et on est toujours dans la difficulté de faire des exercices de compensation, d'aménagement raisonnable. Donc il faut qu'il y ait un moteur, et s'il n'y a pas ce moteur, ça ne fonctionne pas. Et c'est pareil aussi. Plutôt des petites piqûres de rappel. Oui, je dirais que c'est plus des que petites ou des grosses. Oui, des grosses. Voilà. Et c'est vrai aussi pour les personnes, parce que beaucoup de personnes dans les administrations hésitent à se déclarer en situation de handicap. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que c'est les personnes qui ont des maladies invalidantes, qui ont une situation de santé qui se dégrade, ils n'osent pas dire qu'ils sont en situation de handicap. Et donc ils essayent de compenser, ils prennent sur eux, et ça aboutit souvent à des impasses. C'est intéressant ça, on va revenir là-dessus. Donc, Monsieur Emmanuel Constant, effectivement, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ces besoins de petites et grosses piqûres de rappel. Peut-être je peux dire quelques mots d'abord sur l'ADAPT, si vous le permettez, en tant que président de cette association qui n'est pas forcément très connue, parce que nous faisons un gros travail, mais nous le faisons souvent de façon discrète. De nombreux établissements, l'ADAPT. Oui, c'est vrai, nous avons en effet de nombreux établissements, 120 établissements sur tout le territoire, dont une quarantaine au niveau de la région Île-de-France, qui est la première région, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'ailleurs de votre invitation, dont nous vous remercions au niveau de la MIF. Et l'ADAPT a de nombreux établissements, elle est maintenant régionalisée d'ailleurs, nous avons des directeurs régionaux pour chaque région, pour vraiment avoir le contact avec les collectivités territoriales. Et l'ADAPT est une association qui gère des établissements d'ailleurs de nature différente, des établissements sanitaires, des établissements médico-sociaux, centres de formation, des ESAT également, et nous nous adressons nous accueillons des personnes, aussi bien des adultes que des enfants également, et pour différents types de handicap. Le handicap moteur, bien sûr, mais aussi le handicap psychique, les cérébrolésés, un certain nombre de personnes qui sont maintenant polyhandicapées également, bien entendu. Et la vocation de l'ADAPT depuis toujours, c'est, et plus aujourd'hui que jamais, pour répondre d'ailleurs à ce qui vient un peu d'être dit, c'est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Parce qu'à l'ADAPT, nous croyons beaucoup au fait que le travail, l'activité professionnelle pour toutes les personnes handicapées qui le peuvent, et beaucoup le peuvent, beaucoup plus qu'on ne le croit,
Dans certains cas, on pense que ces personnes handicapées ne peuvent pas travailler. Elles le peuvent souvent, pas forcément à 100%, mais même si c'est à 10% ou à 5%, eh bien, c'est quelque chose qui peut être tout à fait valorisant pour la personne handicapée et bon pour le regard de la société de nos concitoyens sur le handicap. Et des collègues peut-être. Et des collègues, bien entendu. Donc, alors nous sommes surtout connus à l'ADAPT par le fait que nous organisons chaque année, au mois de novembre, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, semaine qui est maintenant semaine européenne. Et c'est vrai qu'il faut répéter dans ce domaine du handicap le message souvent parce que il se perd et puis la mode change. Alors on parle un jour des handicaps et après, au bout de 2-3 ans, on dit on va parler d'autre chose. Non. Nous estimons que la politique du handicap, c'est une politique dans la durée. C'est d'ailleurs une bonne idée parce que tout le monde, semaine pour les personnes handicapées, tout le monde se mobilise. Exactement. Les médias se mobilisent, les entreprises se mobilisent. Elles vont chercher le dernier outil à la mode pour montrer que le handicap, c'est quelque chose d'inclusif, comme vous dites. Alors nous croyons beaucoup à la coopération justement dans ce domaine. Il faut des textes, il faut des piqûres, il faut des objectifs comme le quota de 6% auquel nous sommes très attachés. Mais ce qui est très important, c'est la coopération avec les entreprises et avec les collectivités, naturellement collectivités locales, parce que l'emploi, il existe dans les entreprises, dans les collectivités locales ou les fonctions publiques, bien entendu. Et c'est très important, bien sûr, d'inciter les entreprises à recruter des personnes en situation de handicap. Les grandes entreprises se sont beaucoup lancées. Il y a eu quand même en France, depuis un certain nombre d'années, et la loi de 2005 notamment a joué son rôle de façon très importante, surtout notamment au niveau de l'école par exemple. L'école était quasiment fermée aux enfants en situation de handicap, l'école de la République, c'était l'enseignement spécialisé. Voilà. Maintenant, il y a cette obligation pour toutes les écoles d'accueillir et d'accompagner les enfants en situation de handicap. C'est quand même... Bon, alors ça avance peu à peu, et pas du jour au lendemain. Là aussi, il faut convaincre. Il ne s'agit pas de forcer, il faut convaincre les enseignants, il faut convaincre les autres parents, il faut organiser les choses. Donc nous, à l'ADAPT, nous essayons, nous sommes vraiment une association reconnue d'utilité publique, donc nous n'avons aucun intérêt particulier. Je suis bénévole, on a des professionnels dans nos établissements de haut niveau, et puis des équipes de bénévoles également, qui se mobilisent pour faire comprendre, pour expliquer, pour faire progresser l'insertion sociale et professionnelle. Voilà. Donc avec votre regard, finalement, vous êtes en train de nous dire que la loi de 2005 a été quelque part un déclencheur peut-être de ce changement de regard. Ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Non, bien sûr, ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait, mais c'est vrai qu'elle a joué son rôle, un rôle très important. Nous nous sommes battus à l'ADAPT pour qu'un certain nombre de dispositions figurent dans ce texte. Et nous continuons de nous battre parce qu'il y a toujours des éléments de progrès. Ce qui nous paraît très important, c'est de favoriser, disons, l'autonomie. L'autonomie. Alors, dans notre dernière campagne de communication, vous avez peut-être vu, on parle de l'autonomie sans limite. Parce que pour nous, on pense qu'il n'y a pas de limite. Je le disais tout à l'heure, on fait l'autonomie par le travail. On peut trouver le travail, des occupations, des activités. C'est très important pour la citoyenneté des personnes handicapées. Mais l'autonomie, c'est aussi l'autonomie, et nous avons notre projet associatif actuel a mis l'accent là-dessus, sur l'autonomie par le logement. Parce que la personne handicapée, mettons une personne, enfant, adolescent, personne jeune adulte, dans sa famille, bon, eh bien, on voit des expériences, des réalisations, plus que des expériences d'autonomie par le logement. D'abord, récemment, l'ADAPT a repris une association qui s'appelle l'Institut du Mai à Chinon, eh bien, qui a pu, en 3 ans, qui prend des personnes très lourdement handicapées, qui les accueille pendant 1 an dans l'établissement de Chinon. Ces personnes, déjà, ont un studio. Elles habitent chez elles. Grâce à la domotique, elles peuvent faire beaucoup de choses elles-mêmes. Je vais vous couper un petit peu parce que il s'avère que je connais
Oui. depuis l'origine ce projet. Voilà, très bien. Et effectivement, je trouve que c'est assez novateur. Enfin, Ouais. ça l'était à l'époque. Oui, Aujourd'hui, ça aurait été. malheureusement, ça l'est encore. Et la façon dont vous en parlez comme quelque chose de novateur, alors que c'est quelque chose qui aurait dû faire vous connaissez l'Institut Dumay, peut-être, j'imagine? Non, je ne connais pas personnellement. Bon. Et je pense qu'il faut, voilà, je pense qu'il faut aller le visiter. Et nous essayons de le développer. C'est pour ça qu'ils sont venus dans une grande association, si je puis dire. C'est que voilà, une petite association, et on est en train de le faire à Bourges, on est en train de le faire dans d'autres endroits, parce que un an dans l'établissement, dans un studio, et déjà la personne, quand elle, pour entrer dans sa chambre, le personnel sonne. Tout à fait, sonne à la porte. Sonne à la porte. Et je crois même, c'est déjà révolutionnaire. Savoir, mon petit doigt me le dit, qu'il y a même une salle où on peut aller se maquiller ou apprendre à se maquiller. La deuxième année, ces personnes handicapées, elles prennent un appartement dans Chinon, donc en dehors de l'établissement. Celles qui le peuvent, bien sûr, mais en principe, ça marche bien comme système. Et la troisième année, elles vont s'installer où elles veulent en France. Voilà. C'est en 3 étapes. En 3 étapes. Ah non, c'est une réalisation formidable. Elle est bien sûr exemplaire, demande des moyens quand même, notamment au niveau domotique important, mais c'est une véritable révolution pour les familles, pour les personnes elles-mêmes. Et ça, c'est l'autonomie par le logement. Il y a aussi l'autonomie, bien sûr, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Je voudrais revenir sur l'autonomie par le logement avec Marc Desjardins. Finalement, le point de départ de tout, c'est peut-être ce logement. Et c'est peut-être parce que quand on se reconstruit, qu'on est handicapé, parce qu'on peut être effectivement une personne handicapée par multiples facteurs, de naissance, par accident, par maladie, par vieillesse, par simplement vieillissement, mais on a l'impression que ce logement, aujourd'hui, est vraiment un point central dans la reconstruction, je dirais, ou dans la possibilité de retrouver je vais employer des mots parce que vous les avez employés, vous les employez dans votre prochaine campagne, autonomie et citoyenneté, donc de reconquête quelque part de son autonomie et par ce biais-là de sa citoyenneté. Oui, moi je voudrais rebondir sur les propos d'Emmanuel Constance. Je pense effectivement il faut penser la personne en situation de handicap dans sa globalité. C'est-à-dire que s'intéresser à l'insertion professionnelle sans penser aux questions de travail, sans penser aux questions de logement, et de transport, eh bien on rate quelque chose. Et on n'a pas des insertions professionnelles qui peuvent réussir. On voit aussi ça en matière d'apprentissage. Nous favorisons énormément l'apprentissage parce qu'on pense que c'est vraiment un très bon moyen pour les personnes en situation de handicap de montrer leurs compétences, de se donner confiance en elles-mêmes. Mais si effectivement il faut gérer 3 lieux, le centre d'apprentissage, la collectivité locale où on travaille et le domicile, on a beaucoup de difficultés. Voilà, donc nous effectivement, nous préconisons cette vision globale et ça se retrouve notamment dans le fait qu'on aide le transport pour permettre aux personnes en situation de handicap d'aller travailler depuis leur domicile. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est par rapport à la nécessité de recruter des personnes en situation de handicap et par rapport à l'école. Alors d'abord, il y a un impératif de recruter des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a 500 000 personnes en situation de handicap au chômage. On est à un taux qui est 2 fois supérieur à la population générale, quasiment 20% de chômage pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a un impératif et dans le secteur des collectivités locales, il y a des dispositifs qui permettent d'une part d'aménager les concours pour favoriser le recrutement et puis il y a également un dispositif de recrutement sans concours qui s'appelle l'article 38 qui est un système dans lequel on prend la personne, on fait un stage d'1 an et au bout d'1 an elle est titularisée sans avoir passé de concours. Et donc nous essayons beaucoup de favoriser ce dispositif et dans les conventions que nous passons avec les collectivités territoriales, nous mettons des objectifs de recrutement d'apprentissage, de manière effectivement à répondre à ce besoin sociétal. Mais derrière, il y a la question de comment trouver des gens aussi. Trouver des personnes en situation de handicap qui soient formées, qui répondent aux besoins de la collectivité, parce que bien évidemment, on recrute des gens pour leurs compétences.
Et donc là, la montée progressive de la génération qui a été scolarisée, c'est effectivement un élément important des choses. Et aujourd'hui, on voit que maintenant arrivent à l'université des générations nettement supérieures, nettement plus nombreuses, des personnes en situation de handicap, même si ça va doucement. Aujourd'hui, on a près de 27 000 étudiants en situation de handicap. Et par exemple, dans le secteur médical, secteur hospitalier, on a créé des IFSI, des instituts de formation pour les personnels soignants, infirmiers ou soignants, qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap et qui permettent effectivement de leur permettre d'accéder au travail et qui permettent en même temps aux collectivités ou aux hôpitaux de recruter des personnes. Donc voilà, deux points sur lesquels je veux insister. Donc il y a une globalité et il y a des points sur lesquels il faut qu'on travaille davantage. Logement, travail, articulation, et puis l'articulation entre l'enseignement, la formation et l'emploi. On revient au principe de la chaîne de déplacement qui était notée dans la loi de 2005. C'est vrai, tout à fait, bien sûr, c'est très important. Moi, je partage tout à fait les éléments qui viennent d'être indiqués. Je crois que c'est très important, en effet, de développer, bien entendu, la formation, parce que pour l'emploi, que ce soit pour le recrutement ou pour le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, il faut bien sûr qu'il y ait amélioré le niveau de formation. C'est comme ça qu'on devrait pouvoir arriver à diminuer le niveau de chômage des personnes en situation de handicap, qui est tout à fait inadmissible à l'heure actuelle. Et cette formation, elle peut se développer notamment, c'est vrai, par le biais des formations en alternance et de l'apprentissage, que M. Desjardins a évoqué. Nous avons dans ce domaine, pour les personnes en situation de handicap, un retard énorme dans le domaine de l'apprentissage, comme d'ailleurs pour les personnes non handicapées par rapport à des pays comme l'Allemagne. Le gouvernement vient d'annoncer en effet qu'il allait mettre l'accent sur l'apprentissage et réformer l'apprentissage et favoriser l'apprentissage. Nous espérons que, en effet, les personnes en situation de handicap, qui sont 100 fois moins représentées en matière d'apprentissage que les personnes qui ne sont pas handicapées, vont pouvoir trouver leur place dans ce dispositif. Alors, nous estimons à la DAPT que l'apprentissage et l'alternance sont les meilleurs moyens pour accéder à l'emploi pour nos jeunes. La preuve se fait, d'ailleurs, c'est pas uniquement les personnes en situation de handicap, c'est aussi beaucoup d'élèves et de jeunes qui sont en situation difficile sur le plan social, sur le plan scolaire. Et donc, il est crucial de développer, en effet, ces formules d'apprentissage et d'alternance. Pour l'université, où on avait un très gros retard aussi par rapport à d'autres pays, c'est vrai, ces dernières années, grâce aux efforts menés par les grandes écoles et aussi par les universités, les choses avancent. C'est une bonne chose, bien entendu, c'est tout à fait indispensable. Mais c'est vrai que l'insertion sociale et professionnelle, c'est un tout, et il faut agir donc sur les différents volets, emploi, logement, transport. Voilà, tout ça, c'est comme vous le dites très justement, cher Président, c'est un chantier colossal. C'est un chantier colossal, mais il ne faut pas non plus en avoir peur. C'est quelque chose qui peut se faire. Et ce qui est important, c'est de sortir, c'est ça un peu la doctrine de l'ADAPT, si je puis dire, nous avons une doctrine, c'est de passer toujours dans toute la mesure du possible, par le milieu ordinaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'entreprise, l'employeur, collectivité locale, secteur public, le milieu ordinaire, la formation dans les écoles, dans les centres de formation, et sortir le handicap du ghetto. Voilà. Ça, c'est très important. Un gros besoin de sensibilisation. Peut-être une chose à signaler sur la formation, c'est qu'il y a un dispositif qui va être lancé dans la suite du plan Pisani-Ferry, qui s'appelle le programme investissement compétences, et qui vise à former sur 5 ans 2 millions de personnes, et avec un focus qui va être mis sur les personnes en situation de handicap pour leur apporter les connaissances de base nécessaires, et en même temps l'adaptabilité, les savoir-être, les savoir-faire,
qui sont indispensables Oui, parce que- pour, oui, pour aujourd'hui trouver du travail. Effectivement, parce que Donc, il y a un grand souvent c'est un plan. problème de qualification. Oui. L'employeur Alors, prendrait une ah personne ouais. handicapée, mais Oui. la qualification n'y est pas forcément. C'est un obstacle qu'il faut bien considérer. C'est un obstacle, même s'il y a parfois aussi des personnes qui sont diplômées, nous en connaissons à la DAP, qui sont diplômées, qui ont la formation et qui ne trouvent pas. Il y a aussi un problème géographique. Et peut-être Il un, peut y avoir problème des de- peut-être besoins. un problème de culture, parce que finalement, quand on reçoit Oui. votre curriculum vitae pour un poste, monsieur un tel ingénieur, madame un tel ingénieur, et monsieur X handicapé. Alors qu'il a plus de diplômes que les Bien deux sûr. précédents. sûr. Et on va le regarder plutôt par le fait qu'il se soit une personne handicapée plutôt que par sa compétence. Ah ben oui, bien sûr. C'est des choses qu'on remarque, ça, encore, Du aujourd'hui. travail effectivement encore incessant de la sensibilisation et de la pédagogie. Vous parliez de refaire des piqûres de rappel, c'est comme l'éducation d'un enfant, je pense qu'il faut répéter sans cesse. Ma mère était instite et me disait qu'il fallait répéter sans cesse. J'ai l'impression que pour le handicap c'est la même chose. En France, Donc, on est obligé comme ça de... Oh, je pense que c'est pas ça même en France, alors qu'on mais ne veut pas de a- vaccination, on a peur de la vaccination, on veut se faire des piqûres de rappel tous les instants, c'est ça? Ah, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on suit aussi, alors pour revenir sur le handicap, on suit aussi tout ce qui est CEDPH, la Convention internationale des droits pour les personnes en situation de handicap, qui dit tout en fait et qui met la personne en situation globale, dans sa globalité, vraiment dans son univers. Donc, Et dans ses droits. Et dans ses droits. C'est des droits, c'est pas de l'assistance. Et c'est vrai qu'on essaye au niveau de l'ADAPT modestement, mais d'avoir un discours citoyen plein et entier pour que la personne soit reprise dans sa Alors, globalité. du coup, j'entends, on voit plus que des frémissements. D'ailleurs, vous parlez de la Convention internationale des personnes handicapées, qui a été reprise, je crois, l'année dernière par M. Toubon. Oui, le défenseur des au niveau droits des a fait défenseurs des le droits. rapport sur Il les a fait 10 un ans. rapport Ah sur oui. les 10 ans, sur le À sujet. juste titre. Mais alors, du coup, Nicole Freinet, donc directrice de la communication à l'ADAPT, j'aimerais vous entendre sur le fait que finalement, là, on dit des choses, mais est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une opportunité sociétale d'intégrer les personnes handicapées dans cette société qu'aujourd'hui, tout le monde emploie à peu près le même mot d'inclusion? Et ça a transcendé d'ailleurs, puisque maintenant, même les architectes, même les urbanistes, même bien d'autres professionnels parlent de cité inclusive. Bien sûr. Vous c'est-à-dire avez que- la réponse dans à votre juste question, titre. c'est-à-dire que justement Ah oui. de parler handicap, de parler, vous disiez de réfléchir en amont, c'est-à-dire que quand on réfléchit en amont, on va réfléchir dans la globalité, et si on réfléchit pour la personne qui est la plus vulnérable, on va faire du bien à tous. Alors comment on fait du bien à tous? Comment on fait du bien à tous? On va, une moyenne de communication, ça va être de faire connaître, d'arrêter les images préconçues de fragilité peut-être, ou de vulnérabilité, enfin de fragilité ou de méconnaissance, les idées reçues, les a priori. Oui, mais ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je vais vous poser la question à vous également. Là-dessus, je suis d'accord. Mais la loi de 2005, elle a un effet sur la population qui était de dire, d'accord, on va rendre la société accessible à tout pour tous. Finalement, ça s'est souvent réduit dans la tête de chacun par la personne handicapée est une personne en fauteuil, et finalement ça s'est encore réduit par le fait qu'il va falloir que je rende mon équipement accessible et ça va coûter très cher. Et on entend que ça coûte très cher. Et d'ailleurs, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un lobbying d'un certain nombre, je dirais, de professionnels, je ne vais pas les citer bien sûr, mais qui font qu'il faut qu'on change les choses, il faut qu'on change peut-être la norme, c'est trop restrictif, ça coûte trop cher. Alors, moi j'aurais envie peut-être que vous avez des exemples, d'entendre que l'intégration, l'inclusion de la personne handicapée, ça apporte une économie forte à notre pays. C'est-à-dire que c'est source de richesse. Alors, source de richesse sociétale, mais aussi source de richesse économique. C'est sur ce sujet-là, je ne sais pas si vous pouvez nous donner des exemples, vous à l'ADAPT qui êtes en contact tous les jours avec les personnes handicapées. Et avec les entreprises. Parce que les entreprises, elles n'embauchent pas des personnes en situation de handicap pour faire une bonne action vis-à-vis du handicap. Elles embauchent ces personnes parce qu'elles ont besoin d'embaucher. Une entreprise n'est jamais forcée de recruter. Elle recrute parce qu'elle a des besoins. Alors, il y a bien sûr l'obligation légale,
de 6% qui a aidé et qui aide. Mais ce que l'on observe, c'est qu'en réalité, ces embauches apportent à l'entreprise non seulement le travail de la personne qui est embauchée, qui a des compétences, qui est embauchée sur ses compétences, et nous nous battons à l'ADAPT pour que la rencontre du recruteur avec la personne handicapée, ce soit une rencontre directe. Parce que les CV qui sont envoyés, etc., comme vous le disiez fort justement, si on voit handicap ou autre, toc, corbeille, première direction. Donc nous avons toujours dit, ce qu'il faudrait, c'est quand même que l'entreprise et le recruteur reçoivent. Et recevoir une personne handicapée, la rencontre directe, c'est quelque chose de très important. Parce que le recruteur, il va avoir devant lui une personne handicapée. S'il n'est pas préparé, dont maintenant les recruteurs sont préparés, il ne va voir et entendre, si je puis dire, qu'une seule chose, c'est que la personne en face, il lui manque par exemple un bras. Et quoi que dise la personne, il n'y aura rien d'autre que ça. Nous nous disons, ce qui est important, c'est de parler compétence. Oui, Voilà. ce que vous voulez nous dire, Voilà. c'est que c'est Compétence. finalement on a changé un peu de paradigme, on parle plus d'incapacité, mais on parle de capacité récente. Bien sûr. C'est Et ça, c'est nouveau. dès qu'on parle nouveau. de compétences, à ce moment-là, ça déclenche quelque chose d'autre. Il suffit que les personnes qui recrutent, c'est le rôle des cellules handicap et tout qui sont développées dans les entreprises, dans les grandes entreprises et dans le secteur public. Et puis la personne handicapée, elle doit elle-même faire des efforts. Il faut qu'elle se prépare à un recrutement. Quand on fait des job dating, 12 minutes pour convaincre. 12 minutes, hein. C'est que la personne soit handicapée ou qu'elle ne le soit pas, il y a certaines règles de présentation, d'expression, la façon de communiquer pour donner envie de part et d'autre d'aller dans une entreprise et l'entreprise de recevoir cette personne. Donc je retiens, Voilà. donner, C'est ça l'aspect donner concret. envie, et j'ai envie de poser une question à Marc Desjardins. Finalement, ces personnes handicapées avec lesquelles vous êtes en contact aussi, en tout cas vous aidez soit au maintien dans l'emploi, soit au recrutement dans l'emploi, est-ce que quelque part intégrer une personne handicapée dans son entreprise, qu'elle soit publique ou privée, c'est pas aussi peut-être diminuer un petit peu la bobologie, diminuer un petit peu le fait qu'il y ait beaucoup d'arrêts de travail parce que finalement on va voir cette personne qui est bien plus handicapée que nous ou en situation de handicap et qui est là journellement, certes de façon différente, mais qui est présente à son emploi. Tout à fait. Alors, d'abord, vous avez dit ça coûte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, il y a la GFIP pour le privé, donc il y a des aides qui sont apportées aux administrations et aux entreprises qui recrutent. Donc le coût, effectivement, coût d'aménagement, coût de transport, tout ça, il est pris en charge en partie par ces fonds. Ensuite, pour revenir à votre question et dans la suite des propos d'Emmanuel Constant, moi je pense effectivement qu'il y a une véritable opportunité. Mais cette opportunité, elle suppose d'abord qu'on ait travaillé sur le collectif de travail. C'est-à-dire qu'il y a besoin de former le manager, le recruteur, comme vous l'avez dit, et les personnes qui vont accueillir la personne en situation de handicap pour qu'il n'y ait pas de situation de rejet, de situation de jalousie. Parce que ça, c'est quelque chose qui existe aussi. On ne comprend pas pourquoi, notamment quand il s'agit d'un handicap invisible, on ne comprend pas pourquoi une personne qui a un handicap psychique ou qui a une maladie invalidante va bénéficier de temps de pause supplémentaires, va bénéficier d'un certain nombre d'aménagements. Et donc c'est très important de former le collectif de travail. Une fois qu'on a réussi ça, ce qu'on nous dit, mais extrêmement souvent, c'est effectivement, ça crée une dynamique différente. Le regard des gens change, non seulement sur le handicap, mais aussi sur leur manière de travailler. Et ça relativise, comme vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de choses. Quand on voit effectivement l'effort que font ces personnes pour travailler, quand on voit leur intérêt au travail, parce que effectivement le travail a un rôle très important pour les personnes en situation de handicap, et du coup effectivement ils sont extrêmement motivés pour travailler, et cette motivation finalement elle rejaillit sur l'ensemble de l'équipe, elle relativise les choses, donc l'aspect bobologie que vous disiez effectivement c'est un élément important, et voilà, donc c'est extrêmement frappant quand on rencontre des professionnels, des managers,
des collègues aussi, des personnes en situation de handicap, extrêmement frappant de voir à quel point effectivement ça change l'esprit de fonctionnement d'un service. Donc la personne en situation de handicap, non seulement elle a montré ses compétences, elle va faire son travail correctement, bien, très bien, et en plus, effectivement, elle va apporter une opportunité, une dynamique dans un service. Donc vous dites un des freins, parce que là on serait véritablement sur des, en tout cas un regard d'opportunité. Un des freins, c'est le frein administratif peut-être, et un des freins aussi psychologiques des personnes dans cette reconnaissance de travailleurs handicapés comme travailleurs handicapés. Alors, il y a plusieurs aspects, effectivement. Donc, il y a les questions de représentation qu'on peut avoir au début, la manière effectivement de former les gens pour dépasser ces représentations. Ensuite, il y a la question de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça, c'est un sujet compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que la personne fasse la démarche administrative d'aller à la MDPH et d'être reconnue. Ce qu'on observe, c'est qu'il peut y avoir une inquiétude des personnes par rapport à la suite de leur carrière. Et le défenseur des droits nous rappelle qu'il y a beaucoup de discrimination au cours de la carrière, c'est un sujet sur lequel on travaille. Donc il peut y avoir effectivement du coup une réticence à se déclarer. Et il faut communiquer dans l'administration, dans la collectivité, pour que l'environnement comprenne finalement qu'on a une politique, si on prend un terme anglais, friendly, on a une politique accueillante vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Il faut déplacer, il faut qu'il y ait un avis global qui fait que les personnes en situation de handicap sont bien intégrées dans une collectivité, ou ça paraît dans une entreprise, pour que les gens osent se déclarer et bénéficient des aides. Et à ce moment-là, effectivement, il y a beaucoup de situations qui sont améliorées, parce que les gens qui bénéficient d'un équipement sont plus efficaces au travail. Que ce soit une personne qui a une maladie invalidante, que ce soit une personne dont la vue se dégrade, si elle a de plus en plus mal effectivement à faire son travail, ça va être extrêmement négatif. Si elle déclare qu'elle a besoin d'un écran spécial, eh bien ça va être positif. Voilà, donc il y a aujourd'hui encore un sujet, et alors dans le domaine du handicap psychique, vous savez qu'il y a une mesure importante qui a été prise par le gouvernement, qui est l'emploi accompagné. Et donc l'emploi accompagné, ça consiste en fait à avoir une sorte de job coach, de médiateur entre l'employeur et la personne, et accompagner la personne pour une longue durée, effectivement, dans sa vie professionnelle notamment. Et l'emploi accompagné suppose aujourd'hui, je pense que c'est différent pour les ESAT, mais suppose pour les personnes qui sont déjà en emploi qu'il y ait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et là, c'est quand même un peu une limite, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que les gens atteints de handicap psychique ont beaucoup de mal à se déclarer, à faire le pas de la reconnaissance. C'est pas une question que je vous pose. Non, mais moi, d'une part, je crois qu'en effet, il faut, quand on parle de handicap et d'accessibilité, il faut en effet ne pas se limiter à la question du fauteuil roulant de la personne qui a un problème de motricité. Et la plupart des handicaps, la majorité des handicaps ne sont pas visibles. Et le handicap psychique a été reconnu en 2005 comme une situation de handicap. C'est quelque chose de très important, puisque le handicap psychique s'est pas mal développé au cours des dernières années. Donc il y a l'accessibilité, c'est l'accessibilité numérique, c'est l'accessibilité vraiment, et les nouvelles technologies pour beaucoup de handicaps, je pense aux non-voyants, je pense aux sourds-muets, les nouvelles technologies apparaissent comme une vraie libération du handicap. Oui, je crois que ça fait un grand pas, c'est arrivé au bon moment. Mais bien sûr. Alors, je reviens sur la... Pour tous. Pardon ? Qui a été profitable pour tous. Bien sûr, profitable pour tous. Alors, je reviens sur cette notion d'emploi accompagné que Marc Desjardins a raison d'évoquer, parce que c'est quelque chose de très important, et c'est ça qui devrait nous permettre de progresser au cours des prochaines années de façon dynamique en ce qui concerne un meilleur emploi des personnes en situation de handicap, parce que l'emploi accompagné, c'est vraiment la coopération entre les entreprises et les accompagnateurs, qu'il s'agisse d'associations ou d'autres organismes, pour que l'emploi puisse vraiment s'insérer, l'emploi des personnes handicapées, dans la société, dans les entreprises, dans le secteur public également. Et cet emploi accompagné, il existait partout en Europe, sauf en France,
jusqu'à il y a 2 ans. On l'a mis dans la loi travail, très critiquée par ailleurs par certains. Disons, nous nous sommes battus pour qu'elle ait cette disposition concernant l'officialisation de l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, bien sûr, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Le dispositif particulièrement complexe au niveau réglementaire, mais il va être simplifié. On nous l'a garanti, la ministre nous l'a dit à l'ADAPT il n'y a pas très longtemps, donc voilà, avec certaines simplifications, mais il va se développer. Nous y croyons beaucoup. On a déposé des tas de dossiers, on a eu beaucoup de réponses positives dans toutes les régions, y compris en Île-de-France, et c'est quelque chose, je crois, de très positif qui va pouvoir se faire parce que les entreprises sont assez demandeurs de cet accompagnement. Il faut bien voir, si la personne handicapée, si elle n'est pas accompagnée dans une entreprise, on se dit c'est un risque, hein. Elle peut avoir une rechute, quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? L'accompagnement, ça sécurise à la fois la personne en situation de handicap et l'entreprise ou l'administration concernée. C'est un coaching, c'est quelque chose qui va permettre de faire des économies par rapport à l'emploi protégé. Beaucoup de personnes dans des ESAT peuvent travailler sans problème, disons une partie importante, en milieu ordinaire. Alors, bien entendu, ça pose des problèmes à un certain nombre pour le fonctionnement économique, le modèle des ESAT, etc. Mais ce qui compte, c'est l'objectif, hein, c'est quand même cette pleine citoyenneté. Et donc, il faut pouvoir faire cette transformation. On est d'ailleurs au niveau européen très durement critiqué au sujet des ESAT, puisque les personnes qui travaillent dans les ESAT n'ont pas de contrat de travail, elles n'ont pas les droits de travailleurs, elles ont des rémunérations qui sont insuffisantes. En matière de rémunération, à l'ADAPT, nous disons, il est capital, je le dis à chaque ministre chargé des personnes handicapées depuis pas mal d'années, puisque ça fait plus de 10 ans que je suis président de l'ADAPT, je leur dis toujours, je vous en supplie, faites en sorte quand même que la personne handicapée puisse être mieux rémunérée quand elle travaille que si elle ne travaille pas. Bien sûr, Monsieur le Président. Non, j'ai dit parce que ça n'est pas la situation à l'heure actuelle. Dans un certain nombre de cas, la personne handicapée qui travaille, je ne veux pas dire qu'il faut diminuer les prestations, bien sûr, pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, parce que dans ce cas, elles ne peuvent pas, mais les personnes handicapées. Mais il est très important qu'il y ait quand même une incitation, quand on voit le parcours, l'effort que représente pour une personne handicapée, d'aller tous les jours, en effet, au travail, pour être avec ses collègues. Ça lui apporte beaucoup, mais il faut quand même qu'au niveau de la rémunération, la personne handicapée n'a pas forcément intérêt parce qu'elle perd des prestations, voilà. Donc ça lui coûte finalement plus cher d'aller travailler donc là, dans sa vie de tous les jours. Exactement, donc là il y a un modèle à revoir pour passer vraiment à une société inclusive et non pas mettre les personnes handicapées sur le côté. Vous voulez dire plus transversal, ça veut dire que vous voulez dire que les personnes handicapées, alors vous parlez de l'ADAPT comme un système un peu particulier à part, on n'est pas reconnu comme une personne au travail, une personne salariée en tout cas, comme les autres. Les fonds, je crois que ça se met en place à partir des entreprises qui ont une vingtaine de salariés. Alors je ne sais pas pour le FIP s'il y a un seuil ou pas. En fait, toutes les administrations bénéficient du FIP. En revanche, ne cotisent que ceux qui ont dépassé ceux à partir de 20 agents. Alors, j'ai envie. Et notamment, les petites communes ne le font pas. Alors, les petites communes, elles, effectivement, qui ont moins de 20 agents, elles ne cotisent pas au FIP, mais elles bénéficient du FIP. Et il y a un système qui est très important pour les collectivités locales, c'est important de le dire aujourd'hui, ce sont les centres départementaux de gestion, puisque nous nous appuyons sur les centres départementaux de gestion qui gèrent les ressources humaines des collectivités qui ont moins de 350 agents. Donc nous nous appuyons sur les centres départementaux de gestion, et notamment les deux d'Île-de-France, pour effectivement toucher toutes les petites collectivités locales et les aider dans leur politique handicap. Et c'est vrai qu'une petite collectivité, elle n'a pas forcément les moyens d'avoir une politique handicap structurée, donc le CDG va l'aider à le faire. Voilà, donc les petites collectivités sont aussi bénéficiaires des aides du FIP, même si certaines, effectivement, celles qui ont moins de 20 agents ne cotisent pas. Oui, mais du coup, M. Emmanuel Constant, donc président de l'ADAPT, je rappelle, nous dit, peut-être en filigrane, à quoi ça sert d'avoir un seuil, parce que tout le monde peut être du jour au lendemain considéré, ou se trouver plutôt en situation de handicap. Donc pourquoi ce seuil de 20 salariés dans les entreprises? D'autant que je crois là aussi avoir vu quelques statistiques qui démontrent que les petites entreprises de moins de 20 salariés emploient
Oui. parfois plus Alors, de personnes handicapées que d'autres. C'est dans les réflexions qui sont menées actuellement, notamment Conférence nationale handicap et puis le rapport IGA-CGF, de se poser la question de savoir si à côté du dispositif incitatif actuel, il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de cotisation pour tous les employeurs, quelle que soit leur taille, pour participer à l'effort global et pour permettre de financer l'effort global, et notamment pour le maintien dans l'emploi. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que notamment dans la fonction publique, à côté de l'insertion, il y a le maintien dans l'emploi qui, pour nous, au niveau du FIC, représente à peu près les 2/3 de l'effort. Et le maintien dans l'emploi, c'est d'une part agir lorsque survient le handicap pour mettre en place l'aménagement du poste de travail, le transport domicile-travail si nécessaire, l'accompagnement. Et puis c'est aussi, et ça le défenseur des droits y est très attaché à juste raison, c'est de permettre la carrière du fonctionnaire sur toute la durée. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne va pouvoir continuer, éventuellement en changeant de travail si c'est nécessaire, il va pouvoir continuer sa carrière, il va pouvoir continuer à travailler, plutôt qu'être mise en arrêt maladie chez elle, où effectivement l'absence de travail va être un élément qui va dégrader l'état de santé, comme vous le disiez tout à l'heure, l'importance effectivement du travail pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc effectivement, dans le système à repenser, c'est une des questions que tout le monde cotise de manière à ce qu'on puisse financer mieux le maintien dans l'emploi et la carrière des fonctionnaires pour ce qui concerne le public. C'est une révolution. Oui, peut-être. Dans la mentalité française, d'après ce que nous dites, c'est quelque part une révolution, puisque voilà, on met plutôt les gens dans des cases, qu'on ait une réflexion globale, bien qu'on emploie les mots pour, quand on dit société inclusive. Opportunité économique, on dit souvent, au travers de tas d'items, je dirais, par exemple l'innovation, on dit souvent que la télécommande arrive du monde du handicap, ce qui est vrai, mais il n'y a pas que la télécommande. Bien sûr, les SMS, bien sûr, toutes les modifications. L'innovation est quelque chose de tout à fait capital, le travail, la formation à distance, le télétravail, toutes ces réformes, ces transformations plus exactement qui se développent dans le monde et en France de façon générale, elles s'appliquent particulièrement, ou parfois même elles viennent en effet du secteur du handicap. Donc elles sont particulièrement appropriées pour que le secteur du handicap c'est-à-dire que lorsqu'on étudie la différence, et qu'on essaye d'y trouver effectivement des remèdes ou des compensations dans notre société, on a là un champ de pertinence qui va nous permettre d'être plus performants pour tout un chacun. Bien sûr, c'est la réflexion qui se développe pas mal, ce qu'on appelle la conception universelle, c'est-à-dire que ce que l'on fait, par exemple dans le secteur du handicap, ça va servir dans bien d'autres cas. Quand on fait en sorte que ce qu'on fait pour les personnes handicapées, pour des personnes vieillissantes, ça sera extrêmement utile, et ainsi de suite. Il n'y a pas de... il faut qu'on fasse des choses qui, en quelque sorte, servent à l'ensemble de la société. Et en ce qui concerne le recrutement, l'embauche des personnes handicapées, c'est vrai qu'il y a les petites et moyennes entreprises, et même des petites entreprises, ont un rôle très important, et elles sont d'ailleurs, souvent elles embauchent, elles ont des personnes handicapées en nombre. En réalité, dans ce domaine, ce que nous observons à l'ADAPT, dans le cadre des semaines pour l'emploi ou à d'autres occasions, c'est le rôle très important que joue la posture, la position du chef d'entreprise. Du chef d'entreprise, une petite entreprise. Pour les grandes également, ça joue beaucoup. Est-ce qu'ils sont sensibles à cette question du handicap, de la différence, et ils font des efforts, parce qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, si vous voulez, ça retentit dans toute l'entreprise, et l'état d'esprit à ce moment-là est positif et on avance. Donc c'est pour ça que nous insistons beaucoup, plutôt que des mesures réglementaires, tout en soutenant le dispositif actuel, plutôt que bien sûr de concentrer des réglementations supplémentaires dans ce domaine. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un effort d'accompagnement, chef d'entreprise, de pouvoir leur démontrer que c'est quelque chose qui va leur apporter et non pas être une contrainte supplémentaire. Donc si on disait du jour au lendemain, on va appliquer le quota de 6% au moins de 20 salariés,
ça serait très dangereux pour la politique du handicap. Il faut que la politique du handicap, elle n'apparaisse pas en effet comme discriminant de façon positive par rapport aux personnes qui ne le sont pas, parce que ça serait très mal reçu par les citoyens. Donc on doit être tout à fait inclusif. Peut-être pour préciser que dans ce qui est proposé, il ne s'agit pas d'ailleurs de mettre le quota de 6% pour les moins de 20 gens, mais il s'agit d'avoir effectivement une cotisation par rapport à la masse salariale et qui serait générale. Et qui quelque chose qui n'est pas étiqueté. Voilà. Alors peut-être je voudrais sur l'innovation rebondir sur la question de l'accessibilité numérique, qui est un sujet qui nous est cher, parce que je pense qu'il est vraiment au cœur des évolutions actuelles. On a fait récemment un colloque à la Bibliothèque nationale de France sur le sujet, et il est apparu qu'il y avait 3 éléments. Finalement, il y a un premier élément qui était l'accessibilité numérique, c'est un risque de recul pour les personnes en situation de handicap. Et quand on travaille avec la Fédération des aveugles, on s'aperçoit qu'il y a des logiciels qui ont été mis dans les grandes administrations, par exemple le logiciel Chorus aux finances, qui se sont traduits par des régressions pour les personnes malvoyantes qui avaient des logiciels adaptés, qui leur permettaient de travailler, et tout d'un coup, effectivement, le fait de passer en open source, le fait de passer à des logiciels différents qui n'avaient pas été dès le départ conçus pour l'accessibilité numérique, ça se traduit par des régressions, et ensuite on a beaucoup de mal à retrouver des systèmes de traduction. Donc il y a un risque important. En même temps, il y a de nombreuses opportunités qui sont offertes en termes de services. Alors par exemple, on a travaillé avec le CNRS sur un projet qui s'appelle Gandileo, qui permet d'avoir un GPS dans le bâtiment, et qui, au lieu d'avoir une précision de 10 mètres, a une précision de 80 cm. Et donc il va permettre à une personne en situation malvoyante de savoir exactement comment elle se déplace dans le bâtiment. En même temps, toutes les informations lui sont apportées. Un tel ascenseur ne marche pas, donc il ne faut pas aller passer par là, il faut passer par un autre trajet. Autre exemple, Tadeo, le service pour les personnes sourdes, qui permet, alors c'est extrêmement fascinant de voir, moi j'ai visité une agence de Pôle emploi, on m'a présenté un conseiller qui était effectivement sourd, et j'ai pu tout de suite être mis en relation avec lui grâce à un service de traduction qui est effectivement proposé. Aussi pour les personnes UDIS, ce sont des logiciels qui adaptent finalement un document de manière à ce qu'il soit facile à assimiler par une personne UDIS, alors qu'autrement elle a beaucoup de difficultés. Donc voilà, on pourrait formuler d'exemples comme ça. Et puis le troisième élément par rapport au numérique, c'est les emplois nouveaux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'emplois qui sont ouverts grâce effectivement au numérique. Alors, un des exemples, mais il y en a d'autres, des exemples souvent cités, c'est pour les personnes autistes, les personnes atteintes d'autisme, qui ont des capacités de précision très très grandes, et qui se voient offrir des emplois sur des travaux où il faut effectivement une attention, une concentration particulière. Mais je pense que vous avez plein d'exemples aussi, vous pourriez citer. Donc, voilà, il y a une ambivalence finalement, mais il faut être extrêmement attentif à ces innovations. Oui, mais vous nous dites quand même que ça crée de l'emploi. Vous citiez par exemple l'exemple de Tadeo. Derrière, il y a une plateforme sur laquelle il y a des personnes, qui sont des personnes valides, qui sont mises au service des personnes en situation de handicap, et finalement, c'est de la création d'emplois. Donc c'est source économique pour notre société. C'est créer de l'emploi au profit d'eux. Bien sûr. Et au profit de la société, parce que je crois même qu'ils font de la traduction en langue étrangère aujourd'hui. Donc on a dépassé le clivage handicap. J'aimerais vous poser une question avant de terminer peut-être cet échange de ce matin. Nicole Freinet, donc directrice de la communication à l'ADAPT. Est-ce que vraiment le handicap est porté par les médias ? Justement, j'ai pensé. Depuis 2005, et notamment avec des rendez-vous comme, je vais être peut-être anecdotique, mais comme le film Intouchable, je pense qu'il y a eu un véritable mouvement. Ce film nous a permis, alors il est décrié ou pas, mais ce film a été un moment. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu vraiment une sensibilisation au handicap
porté par des acteurs de façon comique, certes, mais il y a vraiment eu un moment. Et on s'aperçoit maintenant dans les médias, effectivement, le handicap est présent. Et je pense que plus il sera visible, plus quelque part la société sera inclusive parce qu'elle deviendra normale. Après, au niveau des médias, vous avez des rendez-vous comme Vestiaire, vous avez des rendez-vous, vous avez de plus en plus de films qui parlent du handicap, pas forcément en sujet, mais qui intègrent un ou deux acteurs qui sont en situation différente. Et donc, du coup, tout ça, c'est de la pédagogie pour les téléspectateurs ou internautes ou autres. Vous avez des séries comme Câlin sur France 2, où le héros est en situation de handicap. Vous avez un présentateur du JT en fauteuil roulant, par exemple. JT, vous avez Frédéric Zetoun, qui est chroniqueur à Télématin, qui est en situation de handicap. Et pourquoi? Parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont là pour pouvoir... Donc il faut passer par là pour éduquer. Tout à fait, la éduquer société. éduquer nos enfants, qui sont les citoyens de demain, leur apprendre que le handicap ne fait pas peur, ne fait pas mal, leur montrer simplement pour que demain, ces enfants soient les futurs chefs d'entreprise, collègues et votants. Et pourtant, je viens d'entendre récemment une association qui porte un message important et qui nous fait toucher du doigt le fait que dans les définitions du petit Larousse ou du petit Robert, le handicap est décrit comme un désavantage. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et que c'est toujours compliqué au niveau des instances dictionnaires à changer les choses. Mais voilà. Pourtant, c'est le premier contact des enfants à l'école. Alors justement, c'est pour ça qu'il faut d'autant plus qu'il y ait de la sensibilisation Bien en sûr, école, dès que l'école. l'inclusion, que les enfants qui sont différents puissent vivre en école normale et que tout ce monde soit brassé pour qu'on puisse voir que le dictionnaire... Monsieur Emmanuel Constant, président de l'ADAPT, à l'oreille vous me dites et les bénévoles. Alors dites-nous un mot sur les bénévoles. Un mot sur les bénévoles, parce que c'est vrai que dans nos établissements, dans nos services, dans nos actions, nous nous appuyons bien sûr sur des professionnels dans différents domaines qui peuvent permettre de progresser, mais nous faisons appel aussi à des bénévoles. Et ça, c'est très important parce que dans le domaine de l'emploi, nous avons ainsi à l'ADAPT créé ce qu'on appelle le réseau des réussites. Le réseau des réussites, et nous avons des réseaux des réussites dans pas mal de départements. Dans les Yvelines, par exemple, nous avons un comité des réussites dans les Yvelines. Ces comités regroupent des personnes qui sont en activité professionnelle ou des jeunes retraités qui acceptent d'aider un petit groupe de personnes handicapées. Ils les prennent individuellement, ils en ont quelques-uns éventuellement, de leur ouvrir leur carnet d'adresses et de les aider, soit dans leur démarche, dans leur recherche, pour autant qu'ils aient besoin de leur parrain. Voilà. Et ce sont des actions simples, mais ce sont des choses qui marchent bien et ça concrétise les choses de façon humaine, un rapport de personne à personne, et ça peut faire progresser aussi la société. Donc j'invite bien entendu toutes les personnes qui le souhaitent dans les communes qui sont là, éventuellement rejoindre nos comités des réussites, vous voyez, en toute simplicité, et ça peut permettre, c'est vraiment là des bénévoles, mais je crois que c'est utile. Oui, je pense que c'est important. Donc, il me reste à vous remercier, Nicole Freinet, donc directrice de la communication à l'ADAPT, et M. Emmanuel Constant, le président de l'ADAPT, pour vos interventions. Je pense que ça va éclairer nos services et nos élus sur ce sujet épineux. Et puis, merci à Marc Desjardins pour son éclairage également au niveau du FIC, parce que c'est pas toujours simple à comprendre un petit peu les rouages et quelles sont les actions concrètes de ce FIP. Et puis, merci de nous redire que finalement la société est construite par l'homme, donc autant que l'homme intègre toutes ces différences, parce que j'ai pas encore trouvé une partition de musique avec les mêmes notes, sinon on fuirait cela très rapidement et donc l'opéra serait pas vraiment très sympathique. Merci à vous. Merci et à la MIF. au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci beaucoup.